Donc ma contribution s'intitule L'évaluation des politiques culturelles, virgule, une utopie. Alors, évaluer les politiques culturelles, voilà qui semble répondre à l'esprit du temps et remplir une mission attendue de la part des pouvoirs publics, c'est-à-dire rendre des comptes sur leur action et l'améliorer sans cesse. Et voilà un sujet sur lequel tous les professionnels de la culture auront sans doute un avis, et parfois bien tranché. Et voilà pourtant une tâche qui s'avère relativement pionnière en Belgique francophone, et qui se trouve parsemée d'embûches, tant elle charrie des questions, que ce soit explicites ou implicites, et qui sont pour la plupart ignorées depuis bien longtemps. Et le défi, ici, dans cette contribution, est amplifié par la proposition de traiter de l'évaluation des politiques culturelles en regard de l'idée de droit de participer à la vie culturelle. Cette tâche m'est donc apparue complètement herculéenne et m'a engagé à la plus grande prudence. Je ne vais donc pas vous présenter de recettes toutes faites, ni de recettes miracles destinées à évaluer toutes les politiques culturelles d'un coup de baguette magique. Je vais me limiter à vous proposer un cadre de questionnement qui sera évidemment bien trop bref que pour être complet et qui est éminemment discutable. Et d'ailleurs, j'espère que nous aurons l'occasion d'en discuter. Je vais revenir un instant sur le titre de la présentation. Une utopie. Dans le langage courant, une utopie, c'est un idéal, un projet idéal qui est irréalisable. Et en fait, ce mot utopie est apparu au XVIe siècle, en Angleterre, sous la plume de Thomas More. Utopia. Et il provient du grec ou topos, qui veut dire non-lieu, qui n'a pas de territoire propre, pays de nulle part. Bon, certains y voient aussi une autre racine, topos, qui voudrait dire lieu de bonheur. Le lieu de bonheur serait le pays de nulle part. Et donc pour More, Utopia est le nom d'une île imaginaire dont la description permet de penser le fonctionnement d'un pays idéal. Et là où More se distingue particulièrement, c'est dans l'usage systématique des mathématiques et des statistiques, et nous sommes au XVIe siècle, des mathématiques et des statistiques pour régler la vie en commun des hommes. Alors More est animé par des objectifs collectivistes et égalitaristes. L'idée de propriété privée et l'argent a complètement disparu d'Utopia. Et les nombreux aspects de la vie privée y sont réglés et planifiés par des mesures chiffrées. J'ai quelques petits exemples. Les rues doivent toutes être larges de 6,5 mètres. On ne peut pas habiter la même maison plus de 10 ans. Et d'ailleurs, on ne peut même pas choisir sa maison. C'est un système de loterie. Chaque ville a le même nombre d'habitants et quand le nombre est dépassé, il y a des habitants qui doivent aller dans une autre ville. Parce qu'il y a un nombre limité. Tout le monde doit travailler exactement 6 heures par jour. Et chacun a droit à 1 heure de divertissement par jour, juste après le repas. Et ce divertissement consistera, pour tous, à soit une pratique musicale, à la conversation, à une sorte de jeu d'échecs, un ancêtre des jeux d'échecs, ou alors au combat des vices et des vertus. Ce jeu du combat des vices et des vertus entend montrer comment les vices sont nuisibles et sont combattus par les vertus, et comment la vertu, au final, arrive à vaincre les vices. La vie est donc planifiée rationnellement dans tous ses aspects, tant publics que privés, et on comprend aisément pourquoi Lénine voyait en More un précurseur du communisme. Mais pourquoi évoquer ici l'utopia de More ? On parle d'évaluation des politiques culturelles, du droit de participer à la vie culturelle. Pourquoi évoquer More ? Mais pour 2 raisons. Alors la première tient au terme même d'utopie, qui caractérise à mon sens la démarche d'évaluation des politiques culturelles en Belgique francophone. C'est une pratique, on ne va pas dire inexistante, mais au moins rare. Elle est nomade, elle est en recherche d'un territoire tant institutionnel que symbolique ou imaginaire. Parce que non seulement l'évaluation des politiques culturelles apparaît souvent de l'ordre de l'impensé, mais bien souvent, elle paraît aussi relever du domaine de l'impensable. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec le fait qu'il faille évaluer les politiques culturelles, et que ce soit en regard de l'idée de droit de participer à la vie culturelle ou non. Autrement dit, l'évaluation des politiques culturelles nécessite une culture de l'évaluation. Et mettre en débat les politiques culturelles, ce qu'implique
la pratique évaluative, et on y reviendra. Mettre en débat ces politiques culturelles nécessite la recherche d'un territoire imaginaire approprié. Et ça nous mène donc à la question suivante, peut-on repenser les politiques culturelles en Belgique francophone ? Et ce n'est pas une question purement rhétorique, c'est une question très concrète et à laquelle il n'est pas simple du tout de répondre concrètement, c'est-à-dire qui organise le débat, avec qui, comment, qu'est-ce qu'il en sort, qu'est-ce qu'on en fait très concrètement dans l'action. Ce sont des questions qui ne sont vraiment pas simples du tout et sur lesquelles d'ailleurs je ne vais pas m'étendre. Je vous laisse le soin de donner votre réponse. Et la deuxième raison, pour évoquer l'utopia de More, la deuxième raison est liée au fait que le projet politique de More reposait sur une rationalité instrumentale fortement développée. Et près de 5 siècles plus tard, les critiques adressées dans le secteur culturel contre les pratiques d'évaluation se focalisent justement sur cette raison instrumentale, qu'on associe souvent à une approche quantificative de la culture. Certains estiment d'ailleurs que l'évaluation ne convient pas du tout au domaine des arts et de la culture. Ici, on se pose donc la question des ambitions et des limites de la raison dans l'entreprise de gouvernement des pouvoirs publics, quelles que soient les finalités qui sont poursuivies. Dans le cas de More, cette rationalité était assez clairement dirigée vers un projet collectiviste et égalitariste, et dans le cas de l'évaluation des politiques culturelles en Belgique francophone, quel serait le projet ? Quelle est la direction ? Quelles sont les finalités ? Ces deux raisons, donc d'une part la nécessité d'un territoire imaginaire, et d'autre part les limites de la rationalité, se trouvent nichées au cœur même de la définition de l'évaluation. L'évaluation jouit en effet d'une double ambition. D'une part, mesurer, et d'autre part, juger. Évaluer une politique publique revient donc à mesurer ses effets selon des méthodologies précises qui proviennent des diverses disciplines scientifiques, et d'autre part, à émettre un jugement de valeur sur les effets que l'on a mesurés. Un jugement de valeur qui sera effectué grâce à des critères préalablement définis. Vous l'aurez donc bien compris, la démarche évaluative scientifique n'est pas du tout dénuée d'enjeux politiques. Et elle se trouve toujours en tension entre, d'une part, une gestion rationnelle et d'autre part, un débat démocratique. D'une part, entre la mesure quantitative et d'autre part, le jugement qualitatif. Bon, on parle d'évaluation. Qu'est-ce que c'est l'évaluation d'une politique publique ? Comment est-ce qu'on peut la définir ? Évidemment, on voit une grande diversité de définitions dans les pratiques, dans la littérature scientifique, mais quel que soit le cas de figure, on peut dire qu'on n'est pas trop éloigné de la réalité en affirmant que le cœur de l'évaluation consiste à réaliser une analyse empirique des effets d'une politique publique en regard d'objectifs que l'on aura programmés. Je vais passer maintenant en revue quelques enjeux propres à l'évaluation des politiques culturelles en évoquant des questions d'apparence très 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 basiques. Qui évalue ? Évaluer quoi ? Pourquoi évaluer ? Et comment évaluer ? Qui, quoi, pourquoi, comment ? On le voit, ces questions sont extrêmement simples, mais elles apportent des réponses qui ne le sont pas du tout, et qui restent toujours provisoires, complexes, parcellaires et dépendantes du contexte dans lequel on les pose. Et ces questions préliminaires sont, si on devait les classifier, de 3 ordres. Il y a tout d'abord l'ordre ontologique, donc on se demande qu'est-ce que c'est l'évaluation des politiques culturelles. Ensuite, téléologique, c'est-à-dire quelle est la finalité, quel est le but, pourquoi évaluer les politiques culturelles. Et ensuite, d'ordre méthodologique, comment les évaluer. Je ne vais pas vous parler du quand les évaluer. On peut dire très rapidement qu'on peut les évaluer soit avant, on parlera d'évaluation ex ante, soit pendant, d'évaluation concomitante, ou bien alors d'évaluation qui se déroule après la mise en œuvre des politiques publiques. Ce seront les évaluations ex post. Alors je vais commencer par la première question. Qu'est-ce que c'est l'évaluation des politiques culturelles ? Ou autrement dit, qui évalue quoi ? Alors qui évalue ? Pour comprendre quels sont les acteurs de cette démarche évaluative, on peut se baser sur un triangle classique. On a d'une part le commanditaire, puis l'évaluateur et l'évalué. Et dans ce schéma, les pouvoirs publics commandent et négocient une évaluation à un évaluateur, qui lui, un centre de recherche par exemple, ou l'administration, et qui lui consultera l'évalué. Mais ces rôles ne sont pas toujours si distincts et si séparés.
l'évaluateur peut en effet déléguer une part de son autorité, entre guillemets, à l'évaluer. Alors là, on va parler plutôt d'évaluation pluraliste, ou de co-évaluation, ou d'évaluation participante, ou encore d'auto-évaluation. Vous voyez, les scientifiques rivalisent d'inventivité dans les notions pour essayer d'engendrer des processus participatifs au sein des évaluations des politiques culturelles. Évaluer quoi? Qu'est-ce que l'on évalue? Alors, l'objet de l'évaluation est intimement lié à la définition que l'on pose des politiques culturelles. On pourrait dire, dans l'infinité des définitions de politique culturelle, il y a deux pôles. Il y a une conception vue d'en haut, top-down, et une autre vue d'en bas, qui remonte, bottom-up. Vue d'en haut, les politiques culturelles correspondent à l'action parlementaire, gouvernementale, dans différentes dimensions. Ça peut être les discours, déclarations de politique communautaire, ça peut être les budgets, ce sont les normes aussi, donc les lois, les décrets, les arrêtés, etc. Et les décisions de toute nature, donc les décisions de subventionnement, de reconnaissance, d'agrément, etc. Vu d'en bas, les politiques culturelles s'apparentent plutôt aux pratiques de terrain qui sont menées par les professionnels de la culture, et aussi, évidemment, aux pratiques culturelles, donc aux pratiques de la population, des citoyens. À ce stade, posons que l'évaluation des politiques culturelles consiste ici à évaluer les politiques publiques de la culture, de l'autorité compétente en matière culturelle, à savoir la Communauté française de Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ici se pose déjà une petite problématique qui découle du système belge, du système institutionnel. Comment arrivera-t-on à isoler les effets de l'action de la Fédération Wallonie-Bruxelles alors que beaucoup d'autres niveaux de pouvoir public influencent sensiblement, peu ou prou, le secteur culturel, et que le secteur privé, les initiatives privées, ont aussi une ampleur non négligeable. Alors quand on parle des initiatives privées, il ne s'agit pas seulement des quelques grands groupes audiovisuels, des technologies de l'information, Internet, etc. Non, non. Les initiatives privées se rapportent aussi aux nombreux acteurs associatifs qui irriguent le tissu culturel. Ça, c'est lié à une des caractéristiques des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui repose sur le principe de subsidiarité. Et ce principe a guidé une large part des politiques culturelles. Et ce principe prévoit de soutenir, encourager, récompenser des initiatives privées, individuelles ou collectives, plutôt que de mettre en place des initiatives purement publiques. En d'autres termes, l'action publique n'est pas toujours mise directement en œuvre par l'autorité politique et son administration. Celles-ci agissent sur et avec des opérateurs privés qui sont en quelque sorte des intermédiaires à qui l'on délègue des missions de service public. Et l'existence de ces différents niveaux d'intervention, directe ou indirecte, implique que l'objet de l'évaluation puisse a priori se trouver en différents lieux, et notamment au sein de personnes morales, de droit privé. Mais si l'on considère que la politique publique se situe au niveau des organisations culturelles, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on opère une évaluation des politiques publiques ou une évaluation des organisations culturelles? Et comment gérer ce champ de tension entre l'évaluation et le contrôle, ou entre le contrôle et l'apprentissage au sein du secteur culturel? On le voit, définir l'objet de l'évaluation en détaillant les limites de son périmètre comporte déjà plusieurs questions qui sont pour le moins délicates. Voyons à présent la deuxième question. Pourquoi évaluer les politiques culturelles? Juste un petit moment de suspense. Et de fait, avant d'aborder la troisième question et les méandres méthodologiques d'une telle entreprise, il faudrait d'abord savoir pourquoi on évalue les politiques culturelles. Alors une réponse convenue et classique repose sur une vision cyclique, séquentielle et extrêmement rationnelle du processus de vie des politiques publiques. D'abord, on a l'apparition d'une problématique publique.
Ensuite, on a une mise à l'agenda politique. Donc cette question devient une question dont on doit tenir compte. Puis après, on trouve des constructions de solutions juridiques. Puis après, il y a un accord politique sur cette action publique. Et puis une mise en œuvre de la politique publique. Puis une évaluation de la politique qui mène à des ajustements et des modifications de la politique pour l'améliorer. Et ainsi de suite. Après, on revient au début. On trouve l'accord, les textes juridiques, on met en place, on évalue, et comme ça, il y aurait un processus avec des séquences clairement définies et qui n'arrêterait pas de s'améliorer. Et là, la fonction de l'évaluation est limpide. On fait progresser les politiques publiques sans cesse. Évidemment, toutes les politiques publiques ne respectent pas cette vie cyclique standardisée et on peut observer beaucoup de variantes. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous citer quelques exemples. Donc on peut trouver certains textes qui sont votés et qui ne sont parfois jamais appliqués, ou appliqués en s'écartant des intentions du législateur ou du gouvernement. Certaines politiques publiques sont parfois modifiées sans jamais avoir été évaluées. Il y a aussi beaucoup d'exemples. Et d'autres sont évaluées sans être modifiées. Donc la sociologie de l'action publique a déjà montré tous les mécanismes qui offrent parfois une grande latitude d'action, ou bien parfois une impossibilité d'action, à tous les intermédiaires chargés de mettre en œuvre les politiques culturelles, que ce soit les administrations ou les organisateurs culturels. Évidemment, l'usage politique de l'évaluation est aussi un facteur dont on doit tenir compte et qui a géométrie variable également. Par exemple, certaines évaluations précèdent immédiatement quelques changements législatifs et le soutiennent avec une concordance de vue qui est presque troublante. Ou à l'inverse, certaines évaluations sont prévues dans des textes légaux et ne trouvent pas ou peu d'utilisation politique ultérieure. Donc pour résumer, on peut dire qu'il en va de l'évaluation comme des politiques publiques. Les objectifs initiaux ne correspondent pas nécessairement aux pratiques observées sans pour autant s'en écarter systématiquement. Et chaque acteur de la chaîne des politiques publiques, évaluation comprise, est amené à agir selon sa marge de manœuvre et notamment selon divers intérêts, des idées, des valeurs, des croyances, en d'autres termes, selon leurs propres objectifs. Évidemment, il ne faudrait pas se servir de tels arguments pour disqualifier l'ensemble des pratiques évaluatives, que du contraire. Car ces pratiques évaluatives participent justement de la mise en débat démocratique des politiques publiques. Et ainsi, penser et pratiquer une évaluation des politiques culturelles en regard de l'idée de droit de participer à la vie culturelle représente à mon sens avant tout une mise en débat des politiques culturelles qui peut concourir à les améliorer. Pourquoi est-ce que ce serait impossible ? Nous arrivons à la troisième question, et qui n'est pas des moindres. Comment évaluer ? Pour y répondre, je vais juste m'attarder aujourd'hui à deux aspects de l'évaluation que j'évoquais précédemment et qui sont d'une part le jugement et d'autre part la mesure. Alors le jugement. Il s'agit ici de définir quels sont les critères que l'on va utiliser pour juger les effets qui ont été mesurés. On retrouve plusieurs critères classiques. Vous avez sans doute déjà entendu ces critères. La pertinence, l'effectivité, l'efficacité, l'efficience, l'impact. Je ne vais pas m'attarder sur l'explication de tous ces critères. Ça, on le retrouve beaucoup dans la littérature. Mais plus généralement, on va considérer les effets observés lors de l'évaluation en fonction des objectifs initiaux énoncés dans les politiques publiques. Et c'est là qu'on se trouve immédiatement confronté à une difficulté monumentale. C'est le flou qui entoure les objectifs des politiques culturelles. Alors, ce flou, certains politologues analysent ce flou comme une sorte de commodité d'action, comme un moyen de laisser une liberté d'action nécessaire au pouvoir public. D'autres, dans une posture plus critique, vont plutôt dénoncer une absence d'objectif aux politiques culturelles, une sorte d'atélie, de non-objectif, et qui se traduit parfois par des revendications appelant à avoir enfin une vraie politique culturelle,
ou à une refondation des politiques culturelles qui se base cette fois vraiment sur des objectifs clairs, par exemple. La posture critique, c'est une autre version de la posture critique, qui peut aussi parfois s'attacher à souligner les écarts entre les objectifs énoncés et les objectifs véritables. Là, c'est plutôt une critique. On donne des grands objectifs, on énonce de grands objectifs, mais dans les faits, les politiques qui sont menées répondent à d'autres objectifs cachés. Une autre vision consiste au contraire à constater une hypertélie, excusez du mot barbare, une sorte d'hypertrophie des objectifs des politiques culturelles. Et dans ce sens, les politiques culturelles sont chargées de très 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 nombreuses finalités. Je ne les donnerai pas toutes, mais je vous ai quand même fait un petit florilège. L'accès de tous à la culture, mais laquelle? Le développement économique, l'identité nationale ou régionale, la cohésion sociale, l'engagement citoyen, le développement touristique, etc., etc., etc. La barque paraît en effet bien chargée. Et à mon sens, ce n'est pas tant l'ampleur de ces objectifs qui est en soi problématique, c'est davantage leur statut de mythe qui pose question, c'est-à-dire leur statut de non-objectif. Parce que quand il s'agira de construire des indicateurs précis pour essayer de jauger la réalisation des finalités générales des politiques culturelles, il faudra passer par une traduction de ces finalités en objectifs opérationnels, qui soient significatifs et qui soient mesurables. Et donc, chercher un territoire imaginaire et institutionnel pour évaluer les politiques culturelles appelle à une mise en débat démocratique des objectifs de l'action publique qui soient dirigés vers une démythification des politiques culturelles, c'est-à-dire à une objectivation des politiques culturelles, c'est-à-dire à objectiver les objectifs. C'est sans doute un vaste programme. Ici, on peut à nouveau tenter de relier l'évaluation des politiques culturelles à l'idée de droit de participer à la vie culturelle. Puisque l'idée de droit de participer à la vie culturelle peut en effet représenter un axe et un socle de valeurs qui permet de juger les effets des politiques culturelles. Il faudrait alors examiner plus en détail quels seraient les objectifs stratégiques et opérationnels qui découlent de cette idée et tenter d'en définir des indicateurs appropriés. Bien sûr, à ce stade, cette démarche comporte un biais, puisqu'on réaliserait une évaluation des politiques culturelles selon des objectifs qui n'auraient pas été ceux prévus dans leur élaboration. Donc on serait plutôt dans une démarche prospective. Ce qui par ailleurs n'enlève absolument rien à son intérêt. Au contraire. Parce qu'à mon sens, la prospective en matière de politique culturelle est, comme l'évaluation, une utopie. Un territoire qu'il serait sans doute intéressant d'explorer, de chercher et de trouver. Alors venons-en à la mesure. Donc là on était sur le jugement des valeurs, maintenant on en est à la mesure. Deuxième moment de suspense. Concernant la mesure des politiques culturelles et de leurs effets, je vais aborder deux questions qui me paraissent incontournables. La première, c'est la question de la causalité, et la deuxième, de la condition de mesure de ces effets. Alors la causalité. En fait, il est très difficile de relier des faits mesurés aux politiques publiques évaluées dans une relation de cause à effet. Quand on analyse les faits, on essaye d'isoler au maximum les effets causés par l'action publique. Mais il est quasiment impossible de gommer tous les effets de l'environnement, que ce soit l'environnement social, politique, économique, voire même météorologique. Et on a vu que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'était pas le seul niveau de pouvoir public qui pouvait générer des effets sur le secteur culturel. Je vais prendre un exemple, le cas d'un centre culturel dont le financement dépendrait pour moins de 50% de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et les autres sources viennent des pouvoirs locaux, viennent de la région, éventuellement de l'Union européenne. Comment pourrait-on imputer à n'importe lequel de ces pouvoirs publics la cause des effets que l'on a mesurés? Si par exemple on constate que les objectifs en termes de politique culturelle sont remplis, ou non, qu'est-ce qui en serait la cause? Qui en est la cause?
Est-ce que le fait que les centres culturels relèvent de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles suffit à octroyer à la Fédération Wallonie-Bruxelles le statut de cause? Pas forcément. Donc on le voit, parvenir à isoler et mesurer les effets des politiques culturelles n'est pas du tout une tâche aisée. D'une part, on peut essayer d'y arriver en essayant d'appliquer la plus grande rigueur scientifique et méthodologique, mais de l'autre côté, on doit se rendre compte que la démarche comporte des limites. Deuxième aspect, quelles sont les conditions de mesure? Alors pour mesurer les effets des politiques culturelles, il faut avoir accès à des données existantes et fiables. Donc ces données doivent tout d'abord exister, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors il faut les créer. Elles doivent ensuite être accessibles, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Alors il faut essayer de les rendre accessibles, ce qui n'est pas toujours possible non plus. Et enfin, elles doivent être fiables, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Alors il faut trouver d'autres données ou en créer d'autres. Alors créer ces données ou les récolter, ça ne peut se faire qu'en s'adressant à la source, c'est-à-dire la plupart du temps auprès des organisateurs culturels. Et ici, on doit être vigilant parce que ces processus de récolte de données peuvent engendrer chez les opérateurs culturels des mécanismes, des stratégies qui répondent à la tension évoquée précédemment entre fonctions de contrôle et fonctions d'évaluation. Ou plus simplement, les organisations vont se demander qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Comment est-ce qu'elles vont être utilisées? Un exemple encore plus concret. On va prendre à propos de la participation à la vie culturelle, il y a une notion qui est l'accès. On pourrait essayer d'évaluer cet accès avec des indicateurs de fréquentation, par exemple. Donc prenons la fréquentation d'une petite salle de spectacle, environ 50-60 places. Imaginons que l'organisateur a l'habitude de noter les réservations et la billetterie sur une feuille de papier pour pouvoir calculer la recette chaque soir. Et dès que la recette est établie, le papier passe à la poubelle. L'organisateur n'a absolument pas besoin d'un système de billetterie informatique hyper sophistiqué. Et d'ailleurs, il n'a même pas les moyens financiers de se payer ce type de système. Et donc, il n'existe aucune donnée exacte concernant la fréquentation. Et un jour, les pouvoirs publics demandent à avoir accès à ces données. Qu'est-ce qui va se passer? L'organisateur va se demander comment elles seront utilisées, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis petit à petit, le doute va s'installer. Est-ce qu'il y aurait là derrière un hypothétique objectif de contrôle? Est-ce qu'une pratique évaluative aura une influence sur les perspectives de subventionnement? Bon, donc, les données de fréquentation qui seront fournies seront sans doute probablement très positives. Et comment savoir dans ce cas si les données sont fiables? Comment expliquer une éventuelle différence entre le nombre élevé de spectateurs et le faible montant de recettes? Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'invitations, beaucoup de places gratuites. Voilà, donc de tels ajustements stratégiques, qui sont de vrais cercles vicieux, et qui paraissent parfois sans fin, dans certains cas, on pourrait se dire que la seule solution pour l'évaluateur, la solution ultime, serait de poster un fonctionnaire à l'entrée de la salle tous les soirs, ou alors de poser des caméras dans les salles, ou encore d'installer une billetterie intelligente et centralisée, telle qu'on le voit apparaître dans d'autres secteurs. Les taxis, l'Oreca, etc. Et alors à ce moment-là, les données seraient totalement fiables. Évidemment, une telle situation paraît complètement absurde, ubuesque, et devrait sans doute être évitée. Comment? Eh bien, notamment en instaurant une relation de confiance accrue entre les opérateurs culturels et les pouvoirs publics, qui a priori devraient pouvoir être dirigés vers les mêmes finalités. Essayons à nouveau de faire un lien avec le droit de participer à la vie culturelle. Que va-t-on mesurer? Qu'est-ce qui indiquera que le droit de participer à la vie culturelle est rencontré ou non? Là, je ne peux pas faire d'autre réponse qu'une réponse de Normand. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on entend par participation à la vie culturelle. Ça dépend de ce que l'on entend par vie culturelle. Parce que, bon, dans une conception large de la culture, on a tous une vie culturelle. Et alors là, la question est réglée d'emblée. L'évaluation est parfaite.
et la réalisation, l'objectif, est à 100%. Par contre, si on pose que la vie culturelle se réfère à un ensemble plus restreint de pratiques, alors là, il faudra les identifier et il faudra donc établir des hiérarchies entre les pratiques. Donc, au-delà de la difficulté à définir cette vie culturelle, se pose aussi la question classique en philosophie politique de savoir s'il appartient au pouvoir politique, à l'État, de définir ce que doit être la vie culturelle de la population. Bon, cette question est très vaste et je ne vais pas du tout l'approfondir ici. Disons simplement que l'histoire du monde peut nous fournir quelques pistes de réflexion, particulièrement l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Rassurez-vous, j'en arrive à la conclusion. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on peut retenir? Quelques questions peut-être. On remarque que l'évaluation des politiques culturelles implique, on peut l'affirmer, une mise en débat des politiques culturelles. Et qu'un tel débat ne va absolument pas de soi. Il appelle une mise à l'agenda, en fait, qui soit partagée par le plus grand nombre des interlocuteurs qui sont concernés. Ensuite, la deuxième chose qui est apparue, c'est que les objectifs de l'évaluation doivent devenir extrêmement lisibles et argumentés. L'ensemble des interlocuteurs doit pouvoir connaître et comprendre la pièce dans laquelle il est amené à jouer. Et toute part de non-dit risque de faire place à des ajustements stratégiques qui, au final, vont complètement biaiser la démarche évaluative. Parce qu'on fera face à des anticipations, parfois sans fondement, ou des réactions de protection tout à fait légitimes. Il importe donc de définir très clairement qui évalue quoi et de distinguer clairement l'évaluation des politiques culturelles et le contrôle des opérateurs culturels subventionnés. Les questions de méthodologie gagnent aussi à être envisagées sur une conception plurielle de la valeur des arts et de la culture, et sans opposer de façon stérile quantité et qualité. Certes, l'octroi des fonds publics doit être justifié par des volumes d'activité qui soient définis et respectés, et tout autant, il importe de prendre en considération des éléments moins directement perceptibles. Et comme l'évaluation est une affaire de mesure et de jugement, le débat sur les valeurs des arts et de la culture et leur hiérarchisation paraît inévitable. Et ces questions gagneraient probablement à être abordées sans tabou si l'on veut que la pratique évaluative trouve son territoire propre et ne soit plus une utopie, ne soit plus un pays de nulle part. Et enfin, il est bon à mon sens de garder à l'esprit que l'entreprise de gouvernement des hommes par les hommes ne peut pas reposer sur une surestimation de la rationalité dont je vous parlais au tout début. En ce qui concerne les politiques culturelles, le flou entourant les objectifs ne doit pas être pris à la légère. Œuvrer à les préciser, ces objectifs permettraient en un sens de rationaliser l'action des pouvoirs publics, et sans doute au plus grand bénéfice et du secteur artistique et culturel et de la population, et dans un autre sens, un excès d'objectivation pourrait entraîner de lourdes conséquences. Bon, je parlais du fonctionnaire posté dans toutes les salles de spectacle chaque soir, mais on peut aussi repenser à l'utopia de mort, où chaque habitant dispose d'1 heure de divertissement au même moment. Et divertissement soigneusement choisi selon des objectifs précis et louables. On parlera d'éducation esthétique, la musique, d'éducation morale, le combat des vices et des vertus, d'éducation au débat, à la critique citoyenne, la conversation. Et voilà, donc vous l'aurez compris, ici le risque est d'arriver au titre célèbre de la littérature non plus utopique, mais contre-utopique, dystopique, qui est le meilleur des mondes. Je vous remercie.